Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition de Géopolitique Internationale, votre émission qui vous permet de comprendre les luttes d'influence et autres rapports de force qui se dressent dans un monde de plus en plus agité. Nous avons un invité spécial dans le cadre de cette édition. Il s'agit de François Asselineau qui est le président fondateur de l'Union populaire républicain, qui est un parti souverainiste français. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2017, membre du cabinet de plusieurs ministres de droite sous Jacques Chirac et diplômé donc de l'École nationale d'administration de Paris. Voilà, il a fondé donc son propre parti en 2007. Aujourd'hui, il est au cœur des grandes analyses concernant les conséquences sur l'Europe du conflit qui oppose aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. Il est aux avant-postes. Il a des positions qui sont tout à fait affirmées, de souveraineté de l'Europe, de souveraineté de son pays, la France vis-à-vis notamment des États-Unis. Il est pour une France par exemple qui prend son destin en main et qui ne se laisse pas vassaliser par les États-Unis. Nous avons le grand honneur de le recevoir dans cette émission. Avec lui, nous tenterons de comprendre ce que peut aujourd'hui, ou alors ce qui pourrait se passer en cas d'escalade, notamment avec tous les événements vécus ces derniers jours. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver. Et voilà, nous vous retrouvons au cœur de cette édition donc, de Géopolitique Internationale, tout à fait spéciale, avec un invité spécial. Il s'agit de François Asselineau, qui est déjà installé en multiplex depuis Paris, que nous retrouvons sur le plateau de la télévision panafricaine. Je le disais tantôt, François, vous êtes convaincu de ce qu'il est plus qu'urgent, qu'il y ait une pleine souveraineté de la France, vis-à-vis notamment des États-Unis. Vous êtes convaincu que l'Europe, vassalisée par l'Amérique, c'est une Europe qui perd en souveraineté, c'est une Europe qui finalement fait plutôt la politique européenne, américaine, ou alors la politique de l'OTAN, au lieu de faire ce qui devrait être sa propre politique, qui servirait dans ce cas-là ses propres intérêts. Je vous remercie de nous faire cet honneur. Merci de m'avoir invité. C'est pour moi aussi un grand honneur de m'exprimer devant vous, puisque je sais que vous avez une chaîne de télévision qui est en forte croissance. Vous avez, je crois, plus de 610 000 abonnés, donc je vous en félicite. Et je crois que c'est la première chaîne qui se veut panafricaine, avec des bureaux dans différents pays d'Afrique. Et donc, je voulais vous féliciter pour ce succès. Et puis, je suis vraiment particulièrement heureux de m'exprimer devant vous parce que vous savez peut-être, en tout cas, je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, que les propos que je tiens, les analyses que je fais depuis 15 ans sont sans arrêt confirmés par les événements, de plus en plus confirmés par les événements. Malgré ça, je fais l'objet d'une censure quasiment complète sur les grands médias français. Je trouve en revanche, grâce aux yeux des médias sur Internet, comme le vôtre, et donc en France, j'ai été invité sur un certain nombre de télévisions web, et de plus en plus maintenant, je fais des scores significatifs, 300 000 vues, 500 000 vues, 800 000 vues, plus d'1 million de vues. Donc il y a une forte demande du public français et international de connaître mes analyses, et pour autant, je reste totalement blacklisté, comme on dit, interdit d'être invité sur les grandes chaînes de télévision françaises et de grands médias, ce qui permet d'ailleurs de relativiser au passage
vous savez, les grandes leçons de morale faites par la France et par les pays de l'Union européenne sur la démocratie un peu partout dans le monde, il ferait bien d'abord de regarder chez eux. Et je terminerai ce propos introductif en soulignant que parmi les centaines de milliers de téléspectateurs qui viennent regarder mes analyses, eh bien, nous avons un nombre croissant de francophones à travers le monde et notamment d'Africains. Je sais que c'est nouveau, c'était il y a 6-7 ans, ça n'était pas comme ça. Il y a de plus en plus un public que l'on trouve dans les pays d'Afrique, d'abord du Maghreb, mais aussi les pays d'Afrique francophone, beaucoup. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a dans tous les pays d'Afrique francophone, en fait, et qui viennent m'écouter et qui sont souvent extrêmement satisfaits des analyses que je fais. Alors là, je vais directement à la source, si j'ose dire. Je suis très, très heureux de m'exprimer devant vous. Alors, je voudrais que nous commencions d'abord par davantage continuer à vous faire bien entendre, pour ne pas dire bien connaître, des plateaux de la télévision panafricaine. Alors, vous avez souvent été harcelé sur les plateaux de télévision. Vous avez vu il y a quelques années, notamment avec une consoeur dont je ne citerai pas nécessairement le nom ici, voilà, qui croit que être en France, être dans l'Union européenne et penser qu'il faille développer une politique souverainiste européenne, une Europe sur ses intérêts par rapport à un ensemble comme l'OTAN, voilà, était une sorte était à la limite du complotisme. Alors qu'aujourd'hui, on voit très clairement que vous avez parfaitement raison, parce que l'Europe, finalement, aujourd'hui, vit une situation qu'elle n'a pas elle-même orchestrée d'un point de vue de l'orientation politique, mais qui la fragilise énormément et fait surtout les grandes faveurs de son allié américain. Alors, vous savez, il faut revenir, comme dans toute chose, à l'histoire. L'histoire est toujours extrêmement explicative. Et il faut revenir notamment à l'histoire de la construction européenne. On raconte aux enfants des écoles, et on raconte, c'est le narratif qu'on raconte aux populations européennes et en particulier en France, mais aussi à l'étranger, eh bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, et il y a eu tellement de désastres et de douleurs que les pays d'Europe, d'un seul coup, 6 pays, ont décidé de se rassembler pour faire l'Europe des 6 avec la déclaration Schuman de 1950 pour créant la CECA, et puis que donc ça a été une espèce d'entente franco-allemande. Alors ça, c'est une vision des choses, mais qui ne correspond pas à la réalité. La réalité est tout à fait différente. La réalité, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux super grands de l'époque qui sont sortis du conflit de 1939 à 1945 étaient d'un côté les États-Unis d'Amérique, qui ont supplanté le Royaume-Uni comme une grande puissance occidentale, et de l'autre côté l'URSS. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que dans les conférences de Téhéran, de Yalta notamment, c'est connu, et de Potsdam, les États-Unis et l'URSS se sont partagés l'Europe. Il y avait le camp occidental et le camp socialiste. Et dans le camp occidental, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont en fait soufflé l'idée de cette construction européenne à des gens comme Jean Monnet, qui a passé toute la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs aux États-Unis, ou comme Robert Schuman. Et donc, les États-Unis sont en fait à l'origine de la construction européenne. Et c'est ça qui avait fait scandale quand je l'avais dit en 2017, mais tous les historiens sont absolument d'accord sur le fait que ce sont les États-Unis qui ont poussé ça contre le camp socialiste qui, de son côté lui-même, créait le Comecon et puis le pacte de Varsovie. Les États-Unis faisaient de leur côté la construction européenne et l'OTAN. Donc ça, c'est le premier point à avoir à l'esprit. Ça veut dire que les gens qui expliquent que nous bâtissons une Europe qui aurait vocation à faire contrepoids aux États-Unis, à exister en tant que grande puissance d'équilibre entre les États-Unis, la Chine, la Russie, en fait, racontent des histoires. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, c'est que cette construction a été conçue dès le début pour être la construction politique dont la face civile, c'est la face civile d'une même médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN, et c'est une médaille d'asservissement. Et pourquoi l'asservissement est-il quasiment obligatoire? Pas seulement parce que les États-Unis en ont eu l'idée, mais aussi parce que cette construction essaie de fédérer un nombre croissant de pays dont les intérêts sont totalement divergents. Ce n'est pas parce que vous êtes à côté de tel ou tel pays que vous avez les mêmes intérêts. A fortiori, plus vous ajoutez de pays, plus vous avez des pays lointains. Je pense par exemple entre le Portugal et la Finlande, ou bien entre l'Irlande et Chypre, il y a des milliers de kilomètres, avec des langues, des cultures, des traditions, des religions, des industries, des agricultures, des cultures, etc., extraordinairement différentes et des intérêts géopolitiques très différents. Alors, De Gaulle l'avait perçu
très rapidement d'ailleurs, il s'était rendu compte que pour que ça fonctionne, il fallait en fait qu'il y ait, il l'avait dit dans une conférence de presse célèbre de 1962, il fallait qu'il y ait un fédérateur extérieur, disait-il, et ce fédérateur extérieur ne serait pas européen. Il avait compris que la majorité de ces États, d'ailleurs, sont effrayés par le communisme, se précipiteraient pour être les vassaux des États-Unis. Eh bien, De Gaulle avait compris ça, c'est pour ça qu'il avait d'ailleurs refusé l'idée d'une Europe fédérale, c'est pour ça qu'il avait refusé l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun de l'époque, parce qu'il voyait loin, il voyait les perspectives lointaines. D'ailleurs, le Brexit a montré à quel point De Gaulle avait raison. Mais ce qu'il n'avait pas vu venir, en fait, c'était que l'effondrement du communisme, loin d'amener l'effondrement de l'OTAN en échange, amènerait les États-Unis à pousser leur avantage et à faire entrer encore plus de pays de l'Est dans ce système. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes dans une construction avec 27 États dont les intérêts sont totalement différents. Par exemple sur le sujet du moment qui concerne l'Ukraine et la Russie. Il est bien évident que les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie ou la Lettonie, ou la Pologne, qui ont eu à souffrir de l'URSS, eh bien, eux veulent absolument la protection de l'OTAN et des États-Unis. Mais en revanche, la France, elle, n'a pas particulièrement souffert de l'URSS. Au contraire, De Gaulle disait que dans les grands moments de notre histoire, quand on s'est bien entendu avec la Russie, ça a été des grands moments, et quand on s'est mal entendu, c'était des mauvais moments. Parce que je rappelle que la Russie, traditionnellement, enfin en tout cas en 1914, a sauvé la France de l'invasion allemande. Et puis, dans les années 1940-44, tout le monde sait, ou tout le monde devrait savoir, que ce sont les Soviétiques qui ont cassé Adolf Hitler, bien plus que les Américains qui sont arrivés après. Et De Gaulle avait perçu la nécessité, pour maintenir l'indépendance de la France, d'avoir des relations équilibrées avec les grandes puissances, donc avec l'URSS ou bien avec la Chine de Mao, pour faire équilibre à la puissance américaine. Maintenant, on en est où? On en est que, malheureusement, De Gaulle n'est plus là. Malheureusement, nous sommes désormais complètement inféodés à cette construction européenne qui est devenue, depuis le traité de Maastricht, une Europe fédérale qui ne dit pas son nom. Et malheureusement, eh bien, il suffit de le constater. On voit bien que la France, en fait, a perdu tous les pouvoirs d'une puissance indépendante. Les décisions en matière économique, industrielle, agricole sont fixées par des traités et appliquées par la Commission européenne qui siège à Bruxelles et qui a les mains libres puisqu'il faut impliquer ça à 27 pays aux intérêts divergents. Donc elle est obligée d'aller de l'avant et tous les pays normalement sont obligés de se plier aux traités européens. La France a perdu son pouvoir de battre monnaie avec l'euro qui est géré à la Banque centrale européenne qui est à Francfort. Et la France n'a même plus son indépendance en matière géopolitique et militaire, puisque nous sommes assujettis à l'OTAN, dont je rappelle que De Gaulle avait fait sortir la France du commandement militaire intégré. Il avait dit que lorsque le communisme s'effondrerait, l'OTAN s'effondrerait et la France devrait en sortir. Là, pour le coup, il s'était trompé, puisque lorsque l'URSS s'est effondré, l'OTAN, au contraire, a proliféré. Et désormais, nous sommes astreints à suivre les directives de l'OTAN, ne serait-ce que parce que c'est précisé aussi dans le traité de Maastricht de 1992. Pour résumer la situation, je vais vous dire quelque chose qui va parler, je pense, beaucoup au public africain. C'est qu'il y a une ruse. Vous savez, l'histoire, moi je suis un passionné d'histoire. L'histoire, elle est pleine de ruses. En réalité, la France, elle est en train de subir ce qu'elle-même a fait subir à d'autres dans les siècles antérieurs. C'est-à-dire que la France a colonisé les pays d'Afrique, elle leur a imposé d'ailleurs une monnaie unique, elle leur a imposé une politique, elle leur a imposé des politiques qui servaient la mère patrie, en fait, qui servaient la colonie. C'était l'État colonial utilisait les colonies à son profit. Et puis maintenant, la ruse de l'histoire, c'est que c'est nous qui sommes maintenant devenus une colonie. Pas seulement la France, mais aussi l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Nous sommes devenus, par cette ingénieuse ruse de la construction européenne qu'on a montrée comme étant un processus de paix, en fait, nous sommes tous devenus des colonies américaines, y compris l'Allemagne. Et ce qui est nouveau avec ce qui se passe sous nos yeux, c'est que l'on voit que les États-Unis d'Amérique sont en train de traiter l'Europe, l'Union européenne, comme des colonies.
comme des colonies qu'ils sont en train d'assécher, ils sont en train de couper les colonies de leurs fournisseurs d'énergie qui était traditionnellement la Russie, parce que c'est naturel que ce soit la Russie. Ils veulent nous forcer à acheter de l'énergie à extrêmement cher, et puis ils nous forcent à adopter une politique en matière internationale qui ne correspond absolument pas à nos intérêts, à nous, et j'aurai l'occasion d'en parler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, d'une certaine façon, si vous voulez, ce que je propose, c'est que la France, dans les années 2020 ou 2030, eh bien, elle prenne son indépendance, comme il y a eu les indépendances des pays d'Afrique dans les années 1960, lorsqu'ils ont pris leur indépendance de la France, ce qui ne veut pas forcément dire se fâcher, mais ce qui veut dire quand même reprendre son indépendance, qui n'a d'ailleurs pas toujours été bien reprise dans les années 60. Et là, on assiste en Afrique à une volonté de beaucoup de pays africains d'avoir une indépendance plus grande, notamment par rapport à la France, parce qu'ils ont bien vu eux aussi que la France n'est plus ce qu'elle était et qu'elle est devenue elle-même une colonie. Alors, dans cette vassalisation que vous présentez ici, on va faire un constat clair, c'est que voilà, les intellectuels et les détenteurs de capitaux, finalement, couvrent ce peuple européen qui subit notamment la situation actuelle. Et on se demande si, voilà, qu'est-ce qui peut faire qu'il n'y ait pas, comme en Afrique, cette montée populaire, voilà, qui pousse finalement ces dirigeants-là et ces capitaines d'industrie à laisser le peuple décider et à ne pas continuer à les soumettre à une telle servitude volontaire américaine. Alors, s'agissant des oligarques, comme on dit, des milliardaires, il y a des milliardaires en France, il y en a un que tout le monde connaît en Afrique qui s'appelle Bolloré, et on a Bernard Arnault, François Pinault, etc. On a en France des milliardaires comme il y en a en Allemagne, comme il y en a en Italie, etc. Bon, pour les grands détenteurs de capitaux, ils ont trouvé une immense satisfaction dans les traités européens, avec notamment un article qui impose la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, depuis 1992, les gens qui ont beaucoup d'argent, plutôt que de construire une usine en France, comme ils y étaient obligés auparavant, et maintenant ils peuvent sortir des milliards de francs ou maintenant des milliards d'euros pour aller construire une usine en Chine, au Vietnam, au Bangladesh, etc. Et donc bénéficier là-bas de salaires 10 fois, 15 fois inférieurs au salaire français. Donc ils font ça, et puis après ça, ils fabriquent des produits qu'ils réimportent en France et qu'ils vendent en France avec un profit tout à fait considérable. C'est ce que l'on a appelé les délocalisations, et il faut bien comprendre que les délocalisations industrielles ne sont pas tombées du ciel. Dans les années 1950, 1960, 1970, 1980, ça n'existait quasiment pas, puisqu'il fallait, pour construire une usine française, par exemple, à l'étranger, obtenir l'autorisation du ministère des Finances de sortir des milliards. Maintenant, il n'y a plus besoin d'autorisation. Ça a donc été une ouverture généralisée des mouvements de capitaux, et donc l'industrie française, comme l'industrie italienne, espagnole, etc., a filé notamment vers des pays comme la Chine, qui d'ailleurs a eu l'intelligence de n'accepter les investissements venant de l'extérieur qu'à la condition de créer des filiales où la partie chinoise était majoritaire et de demander des transferts de technologie, parce que les Chinois sont tout à fait malins. Ce qui fait que désormais, cette politique de délocalisation généralisée avec des accords de Marrakech a été gravée dans le marbre des accords de l'OMC après le traité de Maastricht en 1994, et bien désormais, les Chinois ont réussi, ils ne font pas les seuls, mais c'est les plus grands succès, ils ont réussi à devenir à la fois l'industrie du monde, le pays qui fabrique le plus grand nombre de choses. Ils ont récupéré aussi des industries venant des États-Unis ou venant du Japon. Et puis, c'est devenu le centre de recherche du monde, parce qu'ils ont demandé aussi que la recherche et développement de ces entreprises se fasse en Chine. Le résultat des courses, c'est que ces oligarques et ces milliardaires, eux, ils ont intérêt au maintien du système. Même si ce maintien du système est en train de transformer leur propre pays en colonie. Vous savez, ils font partie, en fait, c'est-à-dire dans toutes les colonies du monde, il y a toujours eu une caste, une catégorie supérieure de dirigeants ou de gens très riches qui avaient intérêt à faire, comment dirais-je, alliance avec le pays colonisateur. Ça s'est toujours produit comme ça.
Les intellectuels, c'est une autre affaire, parce qu'en France, on avait une grande tradition d'intellectuels. Mais ce qui est nouveau, c'est que la construction européenne a été très rusée. Elle s'est présentée au peuple comme étant une œuvre de paix, comme étant quelque chose qui allait nous assurer les libertés individuelles, les libertés publiques, la démocratie, la paix, et aussi qui allait nous assurer le bien-être, l'absence de guerre, etc. Dans les premières années, on a pu se laisser prendre au jeu. Mais j'ai été, je crois, l'un des tout premiers, ou peut-être même le premier, à attirer l'attention de tous les Français qui voulaient bien m'écouter sur le fait que si vous y réfléchissez bien, la construction européenne, c'est quoi? Réfléchissez-y. En fait, c'est une alliance du monde blanc. C'est une alliance racialiste. Parce que, enfin, tout le monde le sait, la France a des intérêts avec les pays du Maghreb, avec les pays d'Afrique francophone qui sont ses anciennes colonies. Elle a des intérêts économiques, mais pas seulement. Elle a des intérêts culturels. Elle partage la même langue, elle partage la même histoire, même si c'est une histoire douloureuse. Ben, c'est ce que nous ont légué les générations antérieures. Il y a aussi les phénomènes migratoires, il y a aussi des couples mixtes, il y a aussi des étudiants qui viennent en France. Donc la France a noué avec les pays du Maghreb et les pays d'Afrique francophone, elle a noué des relations très étroites, en fait, et beaucoup plus étroites que, par exemple, des relations avec la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Chypre, etc. Donc, normalement, si on suivait la raison et les intérêts et la nature des choses, la France aurait dû développer des relations beaucoup plus étroites avec les pays de l'Afrique, à condition que ce soit des relations qui aient été nettoyées de tout relent de colonialisme et où la France traite les pays d'Afrique sur un plan d'égalité. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, la France s'est détournée progressivement de l'Afrique pour se tourner vers ces pays de la construction européenne. Alors, c'était les conséquences, excusez-moi de le dire, mais ce sont des conséquences réellement, à mon avis, graves et assez scandaleuses, et que d'ailleurs beaucoup d'Africains, je m'adresse ici notamment aux chefs d'État, aux ministres, aux directeurs d'administration centrale, aux médias africains, aux étudiants, je leur suggère de réfléchir à ce que je vais leur dire maintenant. Avec la construction européenne, la France donne énormément d'argent à la Commission européenne, c'est prévu par les traités, et cet argent sert à financer le développement des pays en retard, notamment des pays de l'Est. Bon, au même moment, comme la France n'a pas quand même des sommes d'argent considérables dans tous les domaines, elle est obligée de faire des économies, et les économies ont touché notamment les pays d'Afrique. S'agissant de l'aide au développement que la France envoyait traditionnellement à l'Afrique, il y en a une partie maintenant très importante qui passe par l'Europe. Donc on donne de l'argent à l'Europe, qui envoie ça avec d'autres pays, bien sûr, l'Allemagne, l'Italie, tout le monde donne de l'argent, et l'Europe, la Commission européenne, envoie ça, par exemple, en Afrique, mais avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, ce qui fait que l'aide que la France verse aux pays d'Afrique, d'une certaine façon, disparaît parce qu'elle n'est plus visible, elle est avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Et puis, il reste quand même ce que l'on appelle l'aide au développement, l'aide directe nette au développement, que la France verse à l'Afrique avec le petit drapeau bleu-blanc-rouge, c'est l'aide au développement. Or, cette aide-là, pour les pays d'Afrique, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent qu'elle diminue. Et elle a diminué à des niveaux qui sont quand même assez bas, même très très bas, puisqu'en 2019, j'ai fait le compte avec 24 pays d'Afrique francophones, l'aide publique directe au développement versée par la France à ces 24 pays d'Afrique francophone s'élevait à 2 milliards 900 millions d'euros. Retenez ce chiffre. 2 milliards 900 millions d'euros en 2019 aux 24 pays d'Afrique francophone qui recevaient le plus d'aide publique au développement de la France. Bien. Ça représentait environ 4,50 € par habitant. Et si je vous dis maintenant, l'argent que la France donne aux pays de l'Est européen par l'intermédiaire de la construction européenne, ben vous serez sidérés,
Par exemple, on peut estimer, ce sont des chiffres qui sont assez difficiles à calculer parce que c'est assez rendu flou délibérément, mais on peut estimer que la France verse à peu près quelque chose comme chaque année 3 milliards d'euros rien qu'à la Pologne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La France verse chaque année plus d'argent à la Pologne, à la seule Pologne, qu'aux 24 pays d'Afrique francophone. Et au total, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, des pays de l'Est, à peu près 17 États bénéficiaires, on peut considérer que la France verse quelque chose comme 12 milliards d'euros, à comparer aux 2 milliards 900 millions d'euros qui est versés à l'ensemble des pays d'Afrique. Ça veut dire que les pays de l'Union européenne bénéficient d'une aide de la France qui est de l'ordre de 65 euros par personne contre 4 euros pour l'Afrique. Personnellement, je trouve ça extraordinairement choquant. Pourquoi je trouve ça choquant? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aide comme ça des pays qui sont déjà développés. Je ne dis pas que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Tchéquie, etc. n'ont pas des progrès à faire. Tous les pays, la France aussi, elle a des progrès à faire. Mais ce sont quand même des pays qui sont largement développés, beaucoup, beaucoup plus développés que des pays comme le Cameroun, comme le Tchad, comme la Centrafrique, etc. C'est donc injuste. La deuxième injustice, c'est que la France a des responsabilités historiques avec l'Afrique. Elle a pris des responsabilités, pas vous, pas moi, hein, ce sont nos aïeux, nos arrière-grands-parents. Donc la France, elle a pris des responsabilités historiques et il est, me semble-t-il, de son devoir d'aider les gens à qui nous avons légué une partie de notre culture, notre langue, etc. C'est la deuxième injustice, parce qu'on donne de l'argent à des pays. Je n'ai rien contre les Estoniens, les Lettons, les Bulgares ou les Chypriotes, mais ce sont des pays avec lesquels nous n'avons pas de relation historique particulière. C'est simplement parce que les États-Unis ont décidé qu'il fallait avoir une Europe unie. Donc ça, c'est la deuxième injustice. La troisième injustice, c'est que l'argent que nous versons à l'Union européenne, elle provient en fait des droits de douane qui sont acquis, notamment, pas seulement, mais essentiellement, qui sont acquis et qui entrent sur le territoire national venant de pays en dehors de l'Union européenne. Donc ce sont des droits de douane qui sont acquittés par les consommateurs vivant en France. Or, parmi les consommateurs qui vivent en France, vous avez des travailleurs étrangers venant d'Afrique, par exemple des travailleurs venant du Mali, ou bien des étudiants venant du Bénin ou du Burkina ou du Cameroun, etc., ou des travailleurs venant du Congo. Donc eux, comme tous les Français, comme toutes les personnes résidentes en France, ils payent la TVA et donc il y a une petite partie de leur argent, en fait, qui va beaucoup plus et de préférence pour aller donner de l'argent aux Polonais, aux Tchèques, aux Slovaques, aux Croates et j'en passe, plutôt qu'à leur pays d'origine. Donc c'est la troisième injustice que je vois là-dedans. Et puis j'ajouterai encore un quatrième problème, c'est que vous savez que les questions migratoires, les questions d'immigration posent des difficultés, posent des problèmes de nature politique dans les pays de l'Europe et en particulier en France. Ça ne sert à rien de se cacher, de se voiler la face. Il y a des problèmes parce qu'il y a un niveau de migration qui est jugé ici ou là comme étant trop élevé, exagérément élevé. Moi, ce que je dis toujours aux personnes qui disent ça, je dis que les personnes qui viennent, qui se déplacent, qui quittent leur propre pays, en règle générale, ne le font jamais par plaisir. On ne quitte jamais son pays de naissance, le pays de ses aïeux, par plaisir. On le fait pourquoi? On le fait pour y trouver des conditions de vie plus dignes, meilleures. Il serait donc de l'intérêt fondamental de la France de développer, de réorienter son aide au développement, cette aide au développement que nous donnons de façon pléthorique à des pays de l'Est européen parce qu'ils sont dans la construction européenne, on ferait beaucoup mieux de les donner à des pays comme par exemple les pays d'Afrique francophone. Ça permettrait d'ailleurs de lutter en partie contre les phénomènes migratoires que je disais tout à l'heure et qui sont en train de déstabiliser les sociétés occidentales. Pour prendre un autre exemple, vous savez, ou vous ne le savez pas, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, que depuis le 1er janvier, donc depuis le mois de février, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie,
on estime que la France a dû donner quelque chose comme 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine. C'est 40% de ce qu'elle va donner au cours de l'année aux pays d'Afrique. Alors que l'Ukraine est un pays qui n'est pas dans notre sphère d'influence, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui n'est pas dans l'OTAN, et qui est un pays qui, en tout cas c'est mon analyse, a largement contribué à l'apparition de la guerre, qui est un pays complètement corrompu, qui est un pays complètement sous la domination des États-Unis, et le soutien que nous apportons à l'Ukraine contre la volonté certainement majoritaire des Français qui ne veulent pas de cette guerre, ce soutien-là est imposé par Washington à Macron, qui n'est en fait que finalement le domestique des États-Unis, comme d'ailleurs Olaf Scholz ou bien les dirigeants espagnols, britanniques ou autres. Et donc, nous allons donner cette année à l'Ukraine uniquement parce que les États-Unis l'exigent. On va donner finalement pratiquement autant d'argent à l'Ukraine qu'on va en donner aux 24 pays de l'Afrique. Tout ça, à mon avis, c'est une politique folle. Alors, certains disent, ben, vous critiquez, qu'est-ce que vous proposez? Mais moi, je le propose, ça fait 15 ans. Je propose, vous avez eu la gentillesse de le rappeler. Ce que je propose, c'est que la France, ben, elle fasse comme les pays d'Afrique qui ont récupéré leur souveraineté en 1900, depuis 59, 60, etc., c'est-à-dire une vraie indépendance, c'est que la France, elle sorte de l'Union européenne, elle récupère sa monnaie nationale, comme je pense qu'il va falloir que les pays d'Afrique eux-mêmes récupèrent aussi une monnaie nationale, ou en créent plus exactement. Et puis la France doit aussi sortir de l'OTAN pour récupérer son indépendance stratégique. Je terminerai à un point qui me fait vraiment mal au cœur, si vous voulez. C'est que vous savez qu'on a par exemple un drame en ce moment, enfin ça fait des années que ça dure, dans l'Est, dans l'océan Indien, avec des migrants qui arrivent à Mayotte et qui quittent les Comores, l'archipel des Comores. Bon, je ne vais pas entrer ici sur la façon dont l'indépendance s'est passée en 1976 et sur le fait que la population de Mayotte voulait très majoritairement rester française, alors que les habitants des autres îles ne le voulaient pas. Et je regardais l'aide au développement que nous apportons aux Comores, mais c'est minable, c'est ridicule. Je crois que c'est quelque chose comme 20 millions d'euros. C'est-à-dire que si la France, plutôt que de donner des centaines de millions d'euros à l'Ukraine, qui nous entraîne vers la guerre, eh bien si on avait l'intelligence et le cœur en même temps, parce que ce sont des pays que nous avons colonisés et dont on est un peu responsable. Et en plus, il y a une communauté comorienne importante, notamment à Marseille et en France. Si au lieu de donner 20 millions d'euros aux Comores chaque année, on donnait 10 fois plus, 200 millions, qu'on crée des hôpitaux, c'est tout petit les Comores, c'est un petit archipel, qu'on crée des hôpitaux, qu'on crée des écoles, qu'on augmentait le niveau de vie de la population, eh bien les drames humains que l'on mesure dans le canal de Mozambique avec les Kwassa-Kwassa, avec ces pauvres gens qui essayent de venir à Mayotte pour y trouver la richesse, un petit peu des besoins de subsistance, et bien d'un seul coup, ces phénomènes migratoires quasiment disparaîtraient avec tout le cortège de morts que ça suppose. Voilà, c'est pour ça que je me bats et que je voulais faire attirer votre attention, parce que personne ne le dit, sur le fait que cette construction européenne, elle est fondée sur des présupposés pas très nets. Hein. Et je pense que les intellectuels français feraient mieux de s'interroger sur ce que je dis. Ils ont été tellement obnubilés par la Alors, propagande. voulez-vous dire, François Asselineau, qu'il pourrait y avoir ici des considérations qui soient, voilà, on va dire, qui soient suprémacistes, peut-être le mot est très fort, mais d'aucuns estiment qu'il y a une sorte de suprémacisme occidental, voilà, qui se cache derrière ce soutien, notamment, ce soutien affirmé à l'Ukraine, qu'il faudrait toujours qu'il y ait, oui. Vous, qu'en pensez-vous? En fait, vous savez, il y a quelque chose que j'ai noté dans ma vie, et que je vois d'ailleurs avec notre mouvement politique. Le mouvement politique que j'ai créé, qui propose de sortir de l'Union européenne, il y a des gens qui ont dit « Ah, vous voulez sortir de l'Europe, vous êtes xénophobe, vous êtes raciste. » J'ai dit « Mais pas du tout. C'est au contraire ceux qui veulent construire l'Europe qui sont en fait xénophobes et racistes parce qu'ils veulent limiter le périmètre de la France à ce monde européen.
Et ce que j'ai noté, c'est que dans le parti politique que j'ai créé, il y a beaucoup de Français, mais vraiment beaucoup, qui sont d'origine du Maghreb ou d'Afrique. D'ailleurs, on le voit, j'en parlais tout à l'heure, avec les vidéos que je fais qui retiennent, qui sont approuvées par beaucoup de ces jeunes Français et qui trouvent pour une fois un homme politique dont ils sentent qu'il dit la vérité. Et pourquoi je dis la vérité d'ailleurs? C'est parce que une autre catégorie de nos adhérents partage la même caractéristique que moi, c'est qu'ils ont vécu à l'étranger. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. J'ai notamment passé 1 an et demi alors, dans un pays tout à fait différent de l'Afrique, qui est le Japon. J'ai beaucoup circulé. Je suis allé en Afrique, notamment au Maghreb. Je suis allé en Afrique du Sud. Je suis allé un petit peu partout. Je suis allé dans le monde entier. Et lorsque vous êtes allé dans le monde entier, et plus encore lorsque vous avez séjourné dans des pays étrangers, vous avez appris l'habitude de découvrir une autre mentalité, d'avoir des amis qui voient les choses d'une autre façon. Et si vous avez du cœur, si vous êtes attentif aux êtres humains, d'abord vous vous apercevez que tous les êtres humains sont identiques dans l'univers, mais vous vous apercevez aussi que chacun a sa vision du monde qui est façonnée par la langue déjà. Hein. La langue, c'est quelque chose qui façonne l'esprit. Je pourrais vous en donner 1000 exemples, mais aussi l'histoire, ce qu'on a appris des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'est aussi voilà, la tradition syndicale, historique, politique, les coutumes. Et puis vous vous apercevez que à partir de ce moment-là, ça relativise les choses. Et ça relativise aussi ce sentiment que peuvent avoir, alors vous dites suprémaciste, c'est un petit peu peut-être excessif, mais il y a quand même de ça. Bon, il y a quand même de ça, c'est que les gens qui ne sont pas sortis de France, ou très peu, sont en fait qui regardent toute la journée les grandes chaînes de télévision qui leur expliquent que finalement les États-Unis vont gagner, que Poutine est quelqu'un d'extraordinairement méchant, alors que le droit se situe du côté de l'Ukraine, alors que les choses sont évidemment beaucoup beaucoup plus compliquées que ça. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Finalement, vous avez des gens qui considère qu'en gros, c'est toujours les Européens et les Américains qui ont raison et que tout le reste du monde est méchant. Voilà. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus garder cet état d'esprit, qui est un état d'esprit, effectivement, la suprématie, la volonté de coloniser. On ne peut plus garder ça parce que les réalités sont en train de bouleverser la planète. Hein, je voudrais signaler ici que les évolutions démographiques déjà, hein, les évolutions démographiques sont absolument considérables, puisque au début du 19e siècle, l'Europe représentait, je crois, quelque chose comme 25% de la population planétaire. Si j'en suis les courbes démographiques, en 2100, c'est-à-dire à la fin du siècle, eh bien l'Europe représentera plus que 5,8% de la population mondiale, alors que l'Afrique sera devenue le continent le plus peuplé et pourrait représenter jusqu'à 39% de la population mondiale. Donc ce sont des évolutions qui sont absolument considérables. De la même façon qu'il y a toujours une vision un petit peu misérabiliste, comme on dit en français, c'est-à-dire un petit peu pas méprisante, mais un peu, on considère que bon, les peuples d'Afrique, c'est toujours, voilà, ils sont à la traîne, ils ont une économie à la traîne, etc. Mais en réalité, on est en train de voir que beaucoup de pays d'Afrique en ce moment ont un décollage économique tout à fait significatif. Hein, il y a des taux de croissance qui sont tout à fait importants. On est en train de découvrir, eh bien, que les jeunes Africains, comme les jeunes partout ailleurs, s'ils bénéficient d'une formation, hein, s'ils ont accès à une formation, à des universités, s'ils ont accès à Internet, ben, ils ont accès à la modernité, ils sont capables, comme tous les êtres humains, de se développer. On est en train de découvrir que l'Afrique est un pays, est un continent qui est avec des matières premières dans tous les domaines qui sont considérables. Et donc, on est en train de découvrir, enfin, moi, je le dis ici haut et fort, que nous devons nous entendre avec l'ensemble des pays du monde, et en particulier avec l'Afrique. Et vous me permettrez de dire, de tirer la sonnette d'alarme, d'ailleurs. C'est que
je crois que vous vouliez m'interroger sur notamment est-ce que l'Europe peut se passer du gaz russe. Il Voilà, faut bien alors comprendre. j'ai voulu d'abord que nous puissions mieux vous connaître. Je veux dire, les téléspectateurs, certains, peut-être qui ne vous connaissaient pas avant, certains téléspectateurs de la télévision panafricaine. J'ai aussi voulu que l'on comprenne un peu d'où vient, voilà, les conséquences que nous allons évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire la crise du gaz, le risque d'escalade. J'ai voulu que nous allions un peu aux origines, parce que c'est un combat que vous menez depuis de nombreuses années. Vous avez toujours essayé de faire comprendre que ce suivisme français, européen de la politique, enfin, dicté par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, ou alors dans le cadre des autres plateformes de coopération, était quelque chose qui allait un jour conduire au pire. C'est pour cela que j'ai voulu que nous commencions par là avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas vous ni moi qui en avons décidé, c'est le bon Dieu. Il se trouve, c'est comme ça, que les pays d'Europe ont quasiment très 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 peu de ressources minérales et de ressources en matière énergétique. Il y a eu des gisements de gaz en Norvège, mais la Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Ils ont gardé ça pour eux. Ils ont créé un fonds pour les générations futures. Il y a un gisement de gaz en Écosse. Mais dans un cas comme dans l'autre, les gisements, ce n'étaient pas des gisements pendant des siècles, hein, donc qui commencent à être un petit peu épuisés. Et en Europe occidentale, ou même dans l'ensemble de l'Europe, c'est un continent qui est assez pauvre en matière première et en matière première énergétique, sauf la lignite ou le charbon, mais qui pollue énormément et dont on ne veut plus. Donc, au passage, signalons aussi les terres rares, par exemple, puisque maintenant, pour avoir un ordinateur, un téléphone portable, ou bien pour avoir des batteries électriques, etc., eh bien, il y a besoin d'avoir des terres rares. Or, les terres rares, le premier pays producteur de terres rares, c'est la Chine, qui a, alors ça dépend selon les estimations, j'ai lu des estimations un peu contradictoires, mais disons entre 70 et 90% des terres rares sont situées en Chine. Mais en revanche, en Europe, il n'y a rien. Alors, il faut comprendre la situation. L'Union européenne consiste en fait à regrouper des pays qui n'ont rien. Et dans l'ensemble occidental, si on y ajoute le Canada et les États-Unis, eux, ils ont des ressources en matière notamment de pétrole, mais aussi de gaz de schiste, ils ont des ressources. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les États-Unis, de façon très maligne, mais maligne au sens mauvais du terme, sont en train de forcer les pays d'Europe à se couper de la Russie. Or, en matière géophysique, les ressources en hydrocarbures russes sont à quelques milliers de kilomètres, mettons 2000 ou 3000 kilomètres de l'Allemagne ou de la Pologne, d'où d'ailleurs les fameux gazoducs qui apportaient du gaz russe en Allemagne. Il ne vous a pas échappé que les Américains ont toujours condamné ces gazoducs, ont protesté depuis de nombreuses années parce qu'ils voyaient bien que grâce à ces gazoducs, l'Allemagne et au-delà de l'Allemagne, l'ensemble des pays d'Europe allaient pouvoir échapper à la domination complète des États-Unis et pouvoir trouver un approvisionnement dépendant de la Russie. Or, les États-Unis, qui ne veulent jamais avoir d'alliés mais avoir des vassaux, les États-Unis voyaient ça d'un très mauvais œil. Vous savez très bien comme moi, vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est la construction le gazoduc Nord Stream 2 et à côté le gazoduc Nord Stream 1 ont été victimes d'explosions. Alors, il y a une enquête qui est menée, mais enfin, la façon dont elle est menée, les soupçons qui pèsent sur les uns et les autres, même si la presse occidentale qui développe l'idée que ça pourrait être la Russie essaye de faire croire ça aux populations, je suis de ceux qui pensent, et il y a énormément de gens qui le pensent, qu'en fait ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière. Ils y avaient tout leur intérêt. Alors que la Russie, ça possédait les gazoducs, elle n'allait pas détruire des gazoducs qu'elle possédait, qui coûtent quand même 15 milliards d'euros, alors que si elle voulait punir l'Allemagne, il suffisait de couper le robinet à l'origine. Donc ça ne tient pas debout, cette histoire. Et les États-Unis, si c'est bien eux qui ont fait ça, ils sont parvenus à l'un des objectifs centraux de leur stratégie, qui est de couper le cordon ombilical, hein, comme on dit d'un bébé, le cordon d'alimentation de l'Europe occidentale à la Russie. Et vous voyez bien que
c'est terrible ce qui se passe maintenant en Union européenne, puisque nous n'avons plus le gaz russe. Or, c'était très important. Il faut donc trouver un substitut, mais ça n'est pas facile du tout de trouver un substitut. D'abord parce que il n'y a pas des, il y a pas c'est pas comme dans un hypermarché où vous pouvez tout acheter parce qu'il y a tout est présent. C'est-à-dire, par exemple, la capacité de production de gaz de l'Algérie, elles étaient quasiment toutes vendues. Il y avait un petit surplus que Mario Draghi est d'ailleurs allé voler au nez à la barbe de Macron qui les guignait. Mario Draghi, le président du Conseil italien, est allé négocier avec les Algériens pour que le petit surplus dont disposait l'Algérie, ce soit pour l'Italie. De la même façon qu'on a vu Olaf Scholz, le chancelier d'Allemagne, qui s'était rendu il y a quelques semaines, quelques mois déjà au Sénégal, pour essayer d'avoir le gaz que l'on trouve maintenant au Sénégal. Donc, les quantités disponibles ailleurs ne sont pas si faciles à trouver. Elles sont très limitées. Deuxièmement, ce n'est pas forcément le même gaz. Or, je ne suis pas un spécialiste, mais vous avez des gaz qui ont des degrés de sulfuration à l'intérieur, des choses comme ça, qui nécessitent en fait des usines de traitement totalement différentes. Et donc, si on change complètement la qualité du gaz, a fortiori, si on prend le gaz de schiste américain qui est très sale, il faut faire des investissements considérables de modernisation des infrastructures. Et puis, on peut se tourner vers les États-Unis, mais les États-Unis vont nous vendre du gaz de schiste qui d'abord est extrêmement polluant. Deuxièmement, ils nous le facturent au prix fort. Monsieur Macron, d'une façon que je trouve personnellement triste, il s'est plaint comme un petit garçon en disant quand même c'était pas gentil que les Américains nous vendent 4 fois plus cher leurs hydrocarbures qu'ils ne le vendent sur le marché américain. Il a dit c'est pas une marque d'amitié. C'est un enfant. C'est un enfant. Les chefs d'État ne réagissent pas comme ça. Les chefs d'État savent que tous les États ne visent d'abord et avant tout qu'à défendre leurs intérêts nationaux, sauf les pays de l'Union européenne, puisque nous sommes vassalisés en fait et que nous servons les intérêts nationaux des États-Unis d'Amérique avant ceux du peuple français. Donc, ce que je crains beaucoup, c'est que maintenant nous allons dépendre des États-Unis pour avoir des gaz extrêmement sales et à des tarifs très importants. Et puis, ça dépendra des États-Unis. S'ils coupent le robinet, ben, ça sera très difficile. C'est d'autant plus grave que j'ai vu que la Chine, qui achète du gaz russe et qui pouvait le revendre d'ailleurs de façon discrète à des intermédiaires pour l'acheter, pour que les Européens puissent se procurer du gaz d'origine russe, mais pour le requalifier chinois, c'est minable en fait. Hein. Tout ça fait des surcoûts considérables. Tout ça pour dire qu'on n'achète pas de gaz russe, on va acheter du gaz russe mais passer par la Chine. Mais la Chine vient d'annoncer qu'elle ne voulait plus le faire. Elle veut le garder pour elle parce qu'il risque d'y avoir une pénurie mondiale de gaz. Donc nous sommes dans une situation catastrophique. Et cette situation est catastrophique encore plus parce que le prix des hydrocarbures a beaucoup augmenté, vous le savez. Ça n'est pas uniquement à cause du conflit d'ailleurs de l'Ukraine, c'est aussi avec en France par exemple une très très mauvaise gestion depuis des années, notamment du parc nucléaire qui avait été légué aux Français grâce à la direction clairvoyante de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Ils nous avaient légué à la fin des années 70, la France avait le plus grand parc électronucléaire au monde. Et on avait une filière nucléaire avec notamment Framatome qui permettait de vendre à la Chine, par exemple, des centrales nucléaires. Moi, j'avais participé à la vente de Daya Bay 2 en Chine. À l'époque, j'avais rencontré le président chinois de l'époque, le président Chiang Kai-shek, avec le ministre français. On arrivait, on dépassait les États-Unis. Maintenant, parce que nous avons eu des propagandes venues d'Allemagne sur le fait que l'énergie nucléaire, c'était pas bien, qu'il fallait avoir des éoliennes, alors que c'est pas du tout le même rendement. Bon. On a en fait, parce qu'on est des dirigeants qui sont faibles, qui ne voient pas le coup, qui pensent que c'est toujours les autres qui ont raison, qui pensent qu'il ne faut pas fâcher l'Allemagne, les États-Unis, etc., ben, en réalité, on a un peu, il faut dire les choses, un peu saboté le système nucléaire français et on se retrouve devant une situation extraordinairement difficile. Donc vous suivez, puisque vous êtes une chaîne panafricaine qui s'adresse beaucoup aux pays francophones, autour de vous, vous avez énormément de gens qui ont de la famille en France,
et vous êtes vous-même allé en France, vous savez forcément que la situation en France est très mauvaise et que les gens se posent la question de savoir comment nous allons passer, non seulement comment nous allons passer l'hiver, mais comment on va passer les mois et les années qui viennent. Et puis là où les gens sont également très inquiets, et les Allemands sont encore plus inquiets que les Français d'ailleurs, c'est que dans les pays les plus développés d'Europe, l'Allemagne et disons les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et puis un peu l'Italie, dans ces pays les plus riches, si on peut dire, on souffrait déjà de plusieurs problèmes de compétitivité. Les salaires les plus élevés, les charges sociales les plus élevées, les contraintes environnementales les plus élevées. Et voilà que maintenant, l'Europe va devenir le continent où l'énergie va être la plus chère. Ça veut dire que la compétitivité de l'industrie qui reste en Europe, celle qui n'a pas fui, comme dont je parlais tout à l'heure avec les délocalisations pour bénéficier de salaires beaucoup plus bas, il était resté en Europe et surtout en Allemagne une industrie extrêmement compétitive sur des niches et des marchés où ils sont en quasi-monopole mondial. Et bien, vous avez vu que le patronat allemand estime qu'il risque d'y avoir des milliers de faillites à cause de ce renchérissement. Donc, en fait, la situation est grave. Et je retrouve ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes dans une situation de pays colonisés et où la colonie d'origine, c'est le pays qui les a colonisés, les États-Unis d'Amérique, eh bien, sont en train de siphonner les richesses de ces vassaux. Parce qu'évidemment, si l'Allemagne perd son industrie, si la France tombe également en rade, tout ça, ça va être en partie l'industrie américaine qui va pouvoir se refaire une santé. Alors, c'est une situation qui est extrêmement grave et on voit que les Européens commencent à se mobiliser dans ce sens-là. Il y a des manifestations, même si les grands médias mainstream ne relaient pas, ou alors ne relaient pas comme cela devait se faire, voilà, ces manifestations-là. Alors, vous qui avez souvent su quand même prédire un peu l'avenir, que va-t-il se passer à présent? Est-ce que tout cela pourrait aboutir à une amplification de ce que nous voyons en ce moment-là? Là, c'est des images, voilà, des dernières manifestations. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une sorte d'explosion sociale finalement qui pourrait faire en sorte que le politique, se repositionne et remettre le peuple, voilà, dans une situation de pleine souveraineté où il pourrait par exemple décider de consommer ce gaz russe parce que ce gaz russe les rend compétitifs, parce que ça leur permet de pouvoir passer un hiver, de revoir leur pouvoir d'achat, etc. Alors pensez-vous qu'une telle sortie soit possible en l'état actuel? Cher monsieur, si la France était ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un pays démocratique, normalement, ça fait belle lurette que la France aurait dû déjà changer de politique. Je rappelle par exemple l'affaire des Gilets jaunes, il y a 2 ans, où il y a eu des millions de Français qui ont protesté. Jadis, quand vous aviez, par exemple, Mitterrand, quand il était président, il avait voulu faire une réforme de l'enseignement, et notamment il voulait créer un système éducatif entièrement nationalisé. Il ne pouvait plus y avoir d'écoles religieuses, catholiques, protestantes, etc. Donc il y avait beaucoup de Français qui s'étaient mobilisés parce qu'ils voulaient que les Français puissent conserver le choix du type d'éducation à donner à leurs enfants. Et il y avait eu jusqu'à 2 millions de personnes dans les rues, c'était en 1984. C'était la loi Savary. Et Mitterrand, il était de la génération d'un De Gaulle ou d'un Pompidou. C'est-à-dire une génération où on avait des hommes politiques en France qui étaient quand même sensibles aux principes de la démocratie. Et lorsqu'il y avait 2 millions de personnes dans les rues, ils se disaient il y a un problème. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient en général? Ils abandonnaient le projet de loi. Donc, les manifestations avaient du sens, parce que si elles étaient extrêmement suivies, ça changeait la politique. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé. Le ministre Savary avait présenté sa démission. Mais maintenant, on est dans un système tout à fait différent, que l'on a vu d'ailleurs avec déjà sous Sarkozy ou sous Hollande, où on a vu que les manifestations ne changeaient rien par rapport aux mesures de plus en plus de restrictions budgétaires à imposer par notre appartenance
à l'euro, on aura peut-être l'occasion d'en parler, que nos politiques sont imposées, je le disais tout à l'heure, par les traités européens et par la Commission européenne, c'est-à-dire par des personnes qui n'ont été élues par personne. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle n'a été élue par personne. Enfin, plus exactement, elle a subi un passage devant le Parlement européen. Elle a eu une majorité de parlementaires européens qui n'ont pas fait obstacle à sa nomination. Le Parlement européen imite le système des auditions, des hearings, comme on dit, par le Parlement à Washington. Mais en pratique, Mme von der Leyen ne s'est jamais présentée à une élection et elle avait été choisie par un accord entre la chancelière Merkel et le président Macron. Donc, nous avons des gens qui ne sont élus par personne à Bruxelles et qui imposent des politiques à la France comme à l'Italie, etc. Et si on ne respecte pas ces politiques, la Cour de justice de l'Union européenne nous impose des amendes considérables. Et ça, les Français ne l'ont pas bien compris encore. Donc, les Français, ils constatent que lorsqu'ils votent à droite, Sarkozy, ou à gauche, comme Hollande, ou bien on ne sait pas où, avec Macron, on ne sait plus où est-ce qu'il en est, en fait, ils ont toujours la même politique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le parti politique que j'ai créé il y a 15 ans, même si au début les gens ne croyaient pas ce que je disais, il y en a de plus en plus qui se disent, mais en fait, c'est Asselineau qui avait raison. En fait, c'est lui qui nous a donné la bonne clé de compréhension, c'est que les dirigeants français ne dirigent plus rien. Et plus exactement, vous savez à quoi on pourrait faire comparer un président de la République française aujourd'hui? On pourrait le comparer à un pilote d'Airbus A340 d'Air France qui fait le trajet Paris-New York. Alors, il peut faire monter des gens à bord, il peut faire décoller un avion, mais c'est pas lui qui le fait en fait, hein, c'est parce qu'il y a des commandes, il y a tout ce qu'il faut. Il peut aller à New York, mais il n'a pas le droit d'aller ailleurs. Tout est fixé, il ne fait que suivre quelque chose qui a été déjà défini avant et au-dessus de lui. Et donc les élections présidentielles en France, maintenant, c'est devenu un petit peu comme si on faisait, imaginez pour poursuivre cette comparaison, c'est comme si on faisait défiler devant les passagers avant de décoller depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, comme si on faisait défiler devant eux 7, 8, 10, 12 personnes, des commandants de bord, il y a un homme, une femme, jeune, vieux, certains qui ont des projets qui sont plus dynamiques, d'autres qui sont de droite, d'autres qui sont de gauche, et puis les Français, on leur demanderait de choisir quel est le commandant de bord, et puis ils choisissent le commandant de bord, puis après ils montent dans l'avion et le commandant de bord, il fait le vol Paris-New York qui avait été programmé pour tout le monde. Et moi, ce que je propose, c'est que les Français, ils ne choisissent pas le commandant de bord, qu'ils choisissent la destination. Voilà. Et ça, pour choisir la destination, ça veut dire qu'il faut sortir de ce carcan que sont les traités européens. Alors, si je vous dis ça, vous comprenez ce que je veux dire sur les manifestations. C'est que lorsqu'il y a eu des manifestations des Gilets jaunes, les revendications des Gilets jaunes étaient incompatibles avec les instructions venues de Bruxelles. Et donc, quelqu'un comme Macron, il ne pouvait pas donner satisfaction aux Gilets jaunes sans aussitôt se faire attaquer à Bruxelles. Et comme par ailleurs Macron a été propulsé à l'Élysée grâce à des campagnes médiatiques considérables en sa faveur, moi j'ai été candidat en 2017. J'ai eu droit à 0,8% du temps de parole calculé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après coup. Macron, il a eu droit à 24% du temps de parole. Comment pouvez-vous considérer que c'est un combat loyal? En plus de ça, c'était les temps de parole, mais il y avait en plus de ça la communication faite par des observateurs, des journalistes, etc., qui tout au long de la campagne parlaient de Macron, 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 et de temps en temps, ils parlaient Fillon, Le Pen, Benoît Hamon, et puis Mélenchon. Mais il y avait 11 candidats en 2017, il y en avait 4, 5, 6 dont on ne parlait presque jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en France, comme dans tous les pays du monde, les gens du peuple, ils s'intéressent un petit peu à la politique, mais il y en a beaucoup qui s'y intéressent pas beaucoup. Simplement, de temps en temps, ils aiment bien quand même un petit peu donner leur point de vue. Et quand ils regardent la télé, où on leur parle tous les jours de Macron, 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 ou bien un petit peu Mélenchon, un petit peu Le Pen, etc.,
mais qu'on ne leur parle jamais, jamais, jamais d'Asselineau, ben les gens, ils vont voter Macron, ils vont voter Mélenchon et Le Pen, puis ils ne voteront pas pour ceux dont on ne parle pas. C'est aussi simple que ça. Alors le problème, c'est qu'ils votent donc Macron, ils avaient voté Sarkozy, ils ont voté Hollande, et puis après, ils ne sont pas satisfaits. Donc ils descendent dans la rue pour manifester, mais là, on a affaire à des gens, des dirigeants qui, en fait, ne dépendent plus vraiment du peuple français. Macron, s'il a été élu, c'est pas grâce au peuple français, c'est grâce aux milliardaires qui ont ouvert les chaînes de télévision pour lui. Donc Macron, il doit des choses, il est redevable, non pas vis-à-vis des Français, mais vis-à-vis des milliardaires qui lui ont permis d'être élu. Si vous avez compris ça, vous comprenez tout. Macron, il doit premièrement obéir à la Commission européenne et aux traités européens, et deuxièmement, obéir aux gens qui l'ont fait élire. Les Français là-dedans ne passent vraiment tout à fait après. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu les manifestations des Gilets jaunes, au lieu de changer de politique, Macron a maintenu la politique qu'il était obligé de maintenir puisque la Commission européenne et les milliardaires le lui demandaient. Et en revanche, il a envoyé l'armée ou la police ou la gendarmerie mobile, les CRS, pour aller cogner les manifestants. Et je rappelle qu'ici, qu'il y a quand même eu des morts, il y a eu des personnes mutilées à vie en France pour avoir manifesté pacifiquement. Et donc, ça a changé les données du problème. Ce qui se passe en France se retrouve d'ailleurs dans d'autres pays européens. C'est que la construction européenne, petit à petit, année après année, est en train d'établir une dictature sur les pays d'Europe. Alors c'est horrible de dire ça. Les pays qui ont inventé la démocratie, mais beaucoup d'Africains connaissent la France. Il y en a beaucoup qui, même si la France elle a beaucoup de défauts, je suis le premier à le savoir, mais elle avait aussi du rayonnement intellectuel, du prestige. C'était quand même le pays des libertés. C'était le pays où on avait le droit de tout dire. C'était quand même un pays riche. C'était un pays qui, grâce à De Gaulle, était un pays non aligné. Non aligné. Je rappelle que lors de son discours de Phnom Penh en 1966, De Gaulle était apparu presque comme le chef des pays en voie de développement. Maintenant, la France n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. C'est un pays qui a été normalisé, comme on disait du temps des Soviétiques pour la Tchécoslovaquie. C'est un pays sur lequel est tombée une chape de plomb. Et c'est un pays dans la France, mon pays, est un pays qui me refuse de parler sur les grands médias. Alors, c'est ce qui est contraire d'ailleurs aux lois sur l'expression. J'ai 0% sur les grands médias et encore une fois, permettez-moi de vous remercier parce que c'est presque une fable philosophique, si vous voulez. C'est que, vous savez, j'aime beaucoup l'histoire. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1940, lorsque la France a été écrasée par l'Allemagne. Lorsque il y a eu le gouvernement Pétain, De Gaulle donc est allé créer la France libre à Londres, et puis il a essayé d'attirer les Français. Mais les Français, ils étaient sous la chape de plomb des médias de l'époque, des médias allemands ou des médias de la presse de Vichy. Donc les Français n'avaient pas la libre pensée. Et savez-vous, vous le savez, bien sûr que vous le savez, quels ont été les premiers soutiens à De Gaulle dans la France libre? Les pays d'Afrique. Félix Éboué, qui était le gouverneur du Tchad, c'était encore à l'époque des colonies, mais Félix Éboué, qui était guyanais d'origine, dont les parents avaient été des esclaves, enfin les ancêtres, qui avaient été venus en Guyane française du temps de Louis XIV. Donc c'était Félix Éboué, descendant d'esclaves africains, qui, grâce à la République, sa famille avait été émancipée, et puis grâce à la République, à la Troisième République, il avait pu faire des études et devenir gouverneur d'une province coloniale, certes, enfin il avait tout ça. Eh bien, ça a été le premier haut fonctionnaire français à rallier Charles de Gaulle. Alors que c'est vraiment une fable philosophique, si vous voulez, et de la même façon que tout le monde a à l'esprit le discours de Brazzaville de Gaulle de 1944, c'est-à-dire que au moment de la France libre et de l'épopée de la France libre,
les, Voilà. les Et populations c'est du justement Maghreb. sur ce point que je voulais vous relancer. Voilà, cela nous permet d'ailleurs d'aborder la troisième question qui était à l'ordre du jour de cet entretien ce soir, à savoir celle de ce que pourrait être voilà, la présence ou alors l'influence de la France sur le continent africain. Alors tout à l'heure, vous parliez de Félix Eboué, vous parliez également de cette union qui aurait pu exister entre les pays, union véritable, sincère, qui aurait pu exister entre les pays du continent africain et puis la France qui aurait pu, par exemple, dans une réelle influence, allant dans le sens, bien évidemment, voilà, d'un partage mutuel qui aurait pu construire une dynamique puissante et dominer le monde avec l'Afrique, mais qui ne l'a pas fait. Alors, est-ce que définitivement on va conclure que l'union finalement a fait la farce et que la farce en elle-même finalement a produit voilà complètement je vais dire quoi, le chaos tout Alors, simplement parce que la France aujourd'hui certes la France, vous l'avez dit tout à l'heure, a souvent pris en Afrique. D'ailleurs, ce n'est que pratiquement en Afrique qu'elle réalise un excédent commercial. Elle récupère cet excédent-là de richesse qu'elle renvoie en Europe de l'Est pour soutenir le développement des États d'Europe de l'Est et créer en même temps une absence en Afrique qui crée un sentiment anti-français tel qu'on le voit aujourd'hui. Et in fine, on a une France qui ne s'en sort pas, ça peut se voir, et on a une Afrique aussi qui, visiblement, n'est pas ce qu'elle aurait pu être si elle avait bénéficié justement d'une telle alliance. Alors, ma question est, est-ce que la France peut encore se relever dans ce contexte sur le continent africain, vu la rareté de ses moyens aujourd'hui et vu la montée en puissance notamment des mouvements nationalistes africains? je sais que la France a des gros problèmes maintenant en Afrique, euh, qui sont, à mon avis, en partie justifiés. Je vais prendre un exemple dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'affaire du franc CFA. C'est une histoire de dingue, cette histoire, parce que la France, elle fait, vous savez, on parle en France, il y a une fable, c'est la fable de l'âne de Buridan. Je ne sais pas si vous connaissez, une fable qu'on raconte aux enfants. C'est un âne c'est une fable qui remonte au XVIIIe siècle. C'est un âne qui a à la fois très soif et très faim. Et alors on lui donne un seau d'eau d'un côté et puis un sac d'avoine de l'autre pour qu'il puisse se rassasier. Mais cet âne, il est tellement indécis que lorsqu'il se rapproche du seau pour boire, d'un seul coup, il se dit oui, mais j'ai faim, donc il se détourne, il se rapproche du sac d'avoine. Et puis lorsqu'il s'approche du sac d'avoine, il dit oui, mais j'ai soif. Et finalement, la femme, c'est une fable pour les enfants, mais qui est une fable philosophique, elle revient à dire que finalement, si vous êtes indécis, l'âne, il finit par mourir et de soif et de faim. Et c'est ce qui s'est passé avec la France. Parce que la France, elle ne peut pas à la fois construire l'Europe et à la fois bâtir un espace francophone où les pays africains auront de plus en plus la place prépondérante, c'est contradictoire. J'en profite d'ailleurs pour rappeler un élément qui est vraiment fondamental dans le fait que l'Afrique francophone ne va pas passer demain par pertes et profits ses relations avec la France, et la France aussi, c'est tout simplement la démographie des pays francophones. Je rappelle qu'il y avait quelque chose comme, j'avais mis des chiffres de côté, vous me permettrez de les relire, c'était en 2018, on considère qu'il y avait à peu près 270 millions de francophones dans le monde, dont la moitié en Afrique, et on estime maintenant qu'aux alentours de 2060, il pourrait y avoir 715 millions de francophones, la langue française devenant la troisième ou quatrième langue du monde la plus parlée. Et sur ces 715 millions, 85% des francophones seront des Africains. D'ailleurs, vous savez que la ville de Kinshasa est désormais une des villes, je crois que c'est pratiquement à égalité avec Paris, si même ça n'a pas dépassé Paris, la ville la plus francophone du monde. Donc, nous avons des destins qui sont liés par cette histoire et par la langue. Mais le problème, c'est que je vous ai raconté l'histoire de tout à l'heure, ceci n'a aucun rapport avec les ambitions américaines qui, eux, veulent vassaliser l'Europe. Donc, en fait, la France, elle est comme l'âne de Buridan. Elle regarde d'un côté vers l'Afrique et le monde francophone, et de l'autre côté vers la construction européenne. Le problème, c'est que je vous les ai rappelés tout à l'heure avec les chiffres, c'est qu'en fait, elle ne peut pas faire l'un et l'autre, et que, parce qu'il y a la pression des États-Unis,
parce qu'il y a la pression des pays européens, dont l'Allemagne, parce qu'il y a toujours ce sentiment un petit peu racialiste qu'il vaut mieux être avec les Allemands ou avec les Estoniens que l'on ne connaît pas du tout, hein, plutôt que d'être avec des Africains, sentiment qui, à mon avis, est absolument scandaleux, mais qui est quand même bien dans les esprits. Eh bien, progressivement, la France a laissé tomber un petit peu et l'Afrique et la francophonie. Je me rappelle avoir participé, c'était je crois en 2013, sous François Hollande, pourtant un président prétendument de gauche. Il a fait adopter une loi en France qui est la loi Fioraso, comme on dit, c'était la ministre de l'enseignement supérieur, qui autorise maintenant à ce qu'en France, il y ait des universités, ou bien Sciences Po, ou des grandes écoles, Polytechnique ou HEC, etc., qui fassent des cours entièrement en langue anglaise. Je ne parle pas de cours de langue. C'est normal d'avoir des cours de langue pour apprendre l'anglais. Moi, j'aimerais bien qu'on apprenne autre chose aussi que l'anglais. L'anglais, oui, mais aussi, moi, j'ai appris le japonais quand j'ai vécu au Japon. Il faudrait aussi avoir des cours pour apprendre le japonais, pour apprendre le russe, l'hindi, le portugais, parce que le Brésil est devenu un pays très, très important, l'iranien, le swahili dans toute l'Afrique de l'Est, etc. Pas seulement la langue anglaise. Bien. Mais ce qui s'est passé en 2013, c'est que la France a donc autorisé des cours d'anglais qui soient dans toutes les matières. C'est-à-dire, par exemple, à HEC, vous avez pendant 1 an, tous les cours sont en anglais, aussi bien en finance qu'en droit, en marketing, en comptabilité, en contrôle, en comptabilité analytique, etc. Donc c'est une véritable colonisation de l'esprit qui se produit. Et donc, j'avais à l'époque vivement protesté, avec tous les gens qui me font confiance, contre cette loi. Et bien entendu, vous avez les médias en France qui sont toujours tenus par les milliardaires, par des intérêts proches des États-Unis, qui avaient évidemment présenté ceux qui voulaient défendre la langue française comme des personnes complètement démodées, des gens qui étaient un peu ringards, hein, comme on dit, voilà, c'est-à-dire ridiculisés, puisque quand vous n'avez pas des arguments rationnels à opposer, la propagande essaye de vous ridiculiser. Hein, c'est ce dont j'ai fait d'ailleurs l'objet souvent parce que comme on ne sait pas répondre à mes arguments qui sont forts et des preuves qui sont absolument irréfutables, et on tente de ridiculiser. Donc j'avais participé à une émission de télévision où c'était pour ou contre cette loi Fioraso. Et il y avait un représentant du journal Le Monde, il y avait quelqu'un qui représentait l'extrême gauche de lutte ouvrière, il y avait un président de l'université de Toulouse 3, il y avait un Voilà, on va retrouver, voilà, dans quelques instants, nous allons donc retourner en multiplex, voilà, avec Paris, pour retrouver une fois de plus, voilà, notre invité qui se repositionne, voilà. Donc je termine mon histoire. Parmi les personnes qui étaient invitées, allô? Vous m'entendez? Oui, parfaitement, poursuivez s'il vous plaît. Alors, donc parmi les personnes qui participaient à cette émission de télévision, il y avait une écrivaine que vous connaissez certainement, qui est franco-camerounaise, qui est Calixte Begala. Eh bien, dans cette émission, je n'étais pas le seul à défendre la langue française. J'étais le seul avec Calixte Begala. Et Calixte Begala, qui est donc d'origine africaine, camerounaise, c'est la seule qui soit venue à mon secours en disant « c'est monsieur qui a raison ». Et elle s'est adressée à tous les autres en disant « vous êtes des traîtres à votre propre pays, à votre nation, à votre histoire, à vos aïeux, à votre langue ». Ça, c'était formidable. Et on en est arrivé maintenant au fait que les pays qui vont défendre le mieux la langue française, c'est plus la France. C'est sans doute les pays d'Afrique plus le Québec. On en est arrivé là. C'est pour ça que vous me posez la question. Les pays d'Afrique, oui. En parlant justement des pays d'Afrique qui vont défendre la langue française, on peut se poser la question de laquelle langue française s'agira-t-il dans ce cas-là, parce qu'il y a une appropriation de la langue française sur le continent africain aujourd'hui qui est telle que, voilà, parfois même, d'ailleurs je me rappelle récemment, quand Emmanuel Macron est venu en visite au Cameroun, avec le président Biya, il y a une expression que le président Biya a utilisée
voilà une expression en langue française qu'il a utilisée, mais qui en réalité est une traduction de sa propre langue maternelle. Enfin, parce qu'au Cameroun, ça se fait aussi, c'est-à-dire de nos propres langues à nous, voilà, traduites en français, eh bien ça donne quelque chose que le français lui-même ne comprend pas. Alors des journalistes français dans la salle ne comprenaient pas ce que signifiait aller au village. Par exemple, ouais, c'est l'expression qu'il avait utilisée. Et comme pour dire que, est-ce que la France aujourd'hui peut se vanter de ce que elle continuera à avoir un contrôle sur le continent africain parce que nous parlons cette langue. D'ailleurs, un célèbre auteur avait dit « Ma langue venue d'ailleurs n'est pas un asservissement ». Est-ce que parler français veut dire défendre la France? Non, pas forcément. Et c'est d'ailleurs un processus naturel des langues. Vous savez, par exemple, qu'au Québec, la langue française, elle a été en partie québécisée. Il y a des quantités de mots, d'expressions qui existent en québécois et qui n'existent pas dans le français de France métropolitaine. Donc, c'est normal que la langue, comment dirais-je, elle s'acclimate à des populations, à des peuples nouveaux, etc. Et donc, je trouve ça d'ailleurs, c'est un phénomène d'enrichissement, c'est un phénomène c'est la vie qui est derrière. Et ce que je voulais dire par mon propos, c'est que je pense que une partie de la solution, c'est que soit la France continue à être colonisée par les États-Unis, par l'Europe, et à mon avis, le pire est à craindre, c'est-à-dire, enfin le pire pour moi en tout cas, c'est-à-dire la fin progressive de notre pays, je n'hésite pas à le dire, notamment avec les processus de division de l'Europe des régions, vous savez qu'il y a une politique d'Europe des régions qui vise à donner de moins en moins de pouvoir aux États, de plus en plus aux régions, et donc une vision qui consiste en fait à ce que peut-être un jour il n'y ait plus d'Espagne, mais il y a la Galice, la Catalogne, etc., et qu'il n'y ait plus de France. La Bretagne, la Corse, l'Alsace, on y va tout droit. C'est-à-dire que ça, c'est une autre politique, une autre question politique qui se pose, que les États-Unis cherchent d'ailleurs, en ce moment même avec la Russie, puisque c'est un des objectifs que la presse occidentale ne cache absolument, mais que j'ai eu l'occasion de montrer. Il y a une association qui s'appelle l'Association des Nations libres de Russie, et qui est financée par les services américains, qui a tenu des réunions à Prague au mois de juillet, avec la présence de l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien, avec la présence de hauts fonctionnaires américains, des financements américains, donc c'est tout officiel, ce ne sont pas des divagations, et qui présentent des cartes pour montrer comment ils veulent démanteler la Russie, avec un certain nombre d'États à l'intérieur. C'est la politique traditionnelle de diviser pour régner. Voilà. Et les Américains ont le même objectif avec la Chine, puisqu'il y a des campagnes incessantes sur le Tibet, sur les Ouïghours, sur Taïwan, Madame Pelosi s'est rendue à Taïwan, etc. Les Américains essayent de démanteler les puissances qui pourraient leur faire de l'ombre, dont d'ailleurs les pays d'Europe. Alors face à ça, ce que je pense, c'est que la France peut vraiment disparaître. Je ne suis pas sûr que ce soit bien. Je pense, d'abord, c'est mon pays, donc je le défends. C'est normal. Je suis quand même, je suis redevable des gens que j'ai aimés étant petit, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des oncles et tantes. C'est comme ça. Tout le monde est comme ça. Mais ce que je pense vraiment profondément, c'est que ce sont, comme en 1940, ce sont peut-être des Africains qui pourront peut-être sauver la France du désastre final. C'est quand même incroyable, c'est un renversement du temps. Et alors, ce qu'il faudrait pour aller dans la durée, cela me permet rapidement, cela me permet de vous amener sur la situation au Mali, en parlant de ces Africains-là qui pourraient venir au secours de la France. Alors, on voit très clairement qu'on n'est plus dans le contexte du tirailleur sénégalais. C'est-à-dire, on a des Africains qui s'assument pleinement et qui forcément ne rêvent plus de la France. C'est-à-dire que au Burkina Faso, à Ouagadougou, quand on suit les manifestants dans la rue, on n'a pas l'impression qu'ils rêvent d'aller en France. Ils souhaitent simplement que la France leur permette de rester chez eux et de pouvoir jouir justement de leurs richesses, parce qu'ils en ont, ces richesses-là, en parlant ici par exemple de l'or. Alors, dans le cas spécifique du Mali, que vous a inspiré le retrait de l'armée française du Mali? Donc on a estimé que de toutes les façons, il n'avait pas le choix. Le peuple malien, principalement, mettait l'armée française dehors. Elle-même, son rôle ne portait pas, les missions qu'elle s'était données ne portaient pas tant que ça les résultats escomptés. Alors, donc on a estimé qu'en sortant, c'était une façon même déjà de faire comprendre aux Africains que, de toute évidence, les méthodes avaient changé et que
on ne pouvait pas aller encore à la guerre, comme dirait quelqu'un, et qu'il fallait maintenant que la France écoute l'Afrique, qu'elle concilie ses positions avec l'Afrique pour développer une relation nouvelle qui lui permette à elle-même d'échapper à un destin qui semble scellé au plan mondial. Vous, qu'en pensez-vous? Alors, si vous reprenez les déclarations que j'ai faites depuis des années, j'ai été de ceux, d'abord, il faut remonter à l'origine. L'origine, ça a été d'abord la déstabilisation de la Libye. Bon. Si Sarkozy et si Cameron n'avaient pas déstabilisé la Libye, détruit l'État libyen, en fait, qui a ensuite provoqué une onde de choc dans tout le Machrek et dans le Sahel, on n'en serait certainement pas là. Donc déjà à l'origine, alors je suis désolé, mais avant les choses, il n'y avait pas ces phénomènes, il n'y avait pas Boko Haram, vous n'aviez pas tous ces trucs-là. Tout ça, c'est le fruit vénéneux de l'intervention militaire qui a été derrière lesquelles il y avait les États-Unis, mais qui se sont fait porter ça par la France et l'Angleterre. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Voilà. Quelques difficultés avec la liaison, voilà, sur Paris, mais on va très rapidement revenir pour continuer donc d'échanger avec notre invité François Asselineau, voilà, qui est, on va dire, à cœur ouvert finalement sur Afrique Média ce soir, et nous abordons en ce moment. C'est cœur ouvert parce que vous savez ce que je ne supporte plus moi dans la politique en France notamment, c'est que on a des responsables politiques qui ne disent jamais ce qu'ils pensent et qui récitent des narratifs, c'est-à-dire des mensonges. Et moi, j'ai été dans ma carrière auprès d'un certain nombre de responsables politiques. J'ai d'ailleurs accompagné les plus hauts dirigeants français. J'ai accompagné Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, et j'ai accompagné Jacques Chirac dans de nombreux pays, la Chine, le Japon, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud. Et quand je dis accompagné, je faisais partie de l'entourage proche qui s'occupait des dossiers. Et donc j'ai vu quand même beaucoup de dirigeants français. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent, nous avons des dirigeants français, de droite comme de gauche, qui ont peur de dire ce qu'ils pensent. Ils sont tétanisés de dire devant des médias, ils ont toujours peur que les médias les fustigent, les critiquent, se moquent d'eux, etc. Donc, petit à petit, ils ont réduit le champ de ce qu'ils devaient dire. C'est pour ça d'ailleurs que les partis politiques disent presque tous la même chose. Regardez, ça ne concerne pas l'Afrique, mais regardez sur l'affaire ukrainienne, par exemple, et la Russie. Mais Madame Le Pen, de Madame Le Pen à Monsieur Mélenchon, tous les partis politiques qui sont présents à l'Assemblée nationale considèrent qu'il faut aller soutenir l'Ukraine et lui envoyer des armes. Mais les sondages qui existent dans la population, il y a peut-être en gros 75% des Français qui ne sont pas d'accord. Ça veut donc bien dire que les dirigeants politiques ne représentent plus la population française. Moi, ce que je voudrais dire sur ces affaires avec le Mali, je ne veux pas entrer dans trop les détails, mais moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il ne faut pas il faut vraiment que les pays africains, que les dirigeants africains, les élites intellectuelles, ce dont je parlais tout à l'heure, les politiques, les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires, les étudiants, tous ceux qui peuvent écouter cette émission, ils comprennent quand même quelque chose. C'est que le peuple français, c'est comme tous les peuples, lui, il veut la paix, il n'est pas méchant. Simplement, nous avons des dirigeants qui prennent des mesures, notamment parce qu'ils n'ont plus la liberté, ils sont sous la tutelle des États-Unis, on prend des décisions qui nous rendent détestables, à la fois de façon objective, mais aussi de façon très, très, très matérielle. J'avais commencé à dire tout à l'heure que sur l'affaire de l'euro et du CFA, ça ne va pas. Le CFA, le franc CFA, d'abord, il a été très mal géré. Je crois que tout le monde a à l'esprit ce truc de dingue qui s'est passé en 1994, c'est-à-dire d'un seul coup une dévaluation énorme de 50. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Comment est-ce qu'on peut traiter les populations comme ça? S'il fallait faire des ajustements de parité monétaire, il fallait le faire doucement. Par ailleurs, il serait, à mon avis, le devoir de la France que d'essayer de promouvoir pour les pays qui ont le CFA, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis, que progressivement, ils créent leur propre monnaie nationale. Parce que c'est un atout de souveraineté. Je signale d'ailleurs au passage que si la France s'en allait et que les pays d'Afrique gardaient une monnaie
uniques comme le CFA par exemple entre eux, je ne suis pas du tout sûr que ce serait une bonne chose. Je vous renvoie à tout ce que j'ai pu écrire sur les questions de monnaie unique. On trouve ça dans la Bible. Dans le premier livre des Maccabées, on trouve l'idée qu'une monnaie, c'est un peuple et une nation, une solidarité nationale autour d'une monnaie. Mais c'est une autre histoire, éventuellement vous me réinviterez pour qu'on en parle. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut que la France comprenne qu'elle se rend détestable aux populations africaines parce que avec ce lien du CFA avec l'euro, déjà que l'euro est en train d'entraîner la France à la ruine parce que l'euro qui comporte une large partie de la puissance allemande est surévalué par rapport à l'économie française. On est dans un système qui est un système absurde, complètement fou, si vous voulez, où l'on fait dépendre, par exemple, les exportations ou les importations d'un pays comme le Cameroun, d'une monnaie comme le CFA, qui en fait dépend de l'économie allemande. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, il faut tenir un langage de vérité. Et moi, je connais quand même, j'ai beaucoup d'amis africains, je crois c'est comme tous les peuples, d'ailleurs, les Africains comme tous les peuples, et justement, ils aiment bien comment tenir, justement, question directe. Alors, comment tenir ce langage de vérité quand on n'a pas les moyens? On voit très clairement aujourd'hui que dans la chute de l'euro face au dollar, le franc CFA permet aujourd'hui à l'euro d'avoir des réserves, voilà, supplémentaires, enfin des réserves qui lui permettent au moins d'amortir le choc. La preuve en est que toutes les mesures qui sont prises au niveau de la Banque Centrale Européenne sont en ce moment appliquées dans les deux grandes banques centrales qui gèrent le franc CFA, à savoir celle de l'UEMOA et également celle de la CEMAC, en parlant de la BEAC. Alors, les réserves de change de tous ces pays sont stockées aujourd'hui directement via le Trésor public français à la Banque Centrale Européenne. 50%. Les 50%, voilà. Merci. Alors, ma question est de savoir, est-ce que l'Europe ou encore la France peut se permettre aujourd'hui de mettre fin à ces accords-là et de se retrouver sans ces réserves, ces avoirs en devises qui viennent quand même soutenir l'euro? Oui, non, honnêtement, je le pense. Vous savez que le CFA a des défauts considérables, il a eu aussi des qualités. Il a aussi, dans un premier temps, permis d'avoir une monnaie stable pour des pays qui accédaient à l'indépendance. Et il y a un pays comme le Mali, par exemple, qui était sorti du CFA puis qui a voulu y rentrer. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même une monnaie qui pose le problème de toute façon, c'est une monnaie plurinationale. Voilà. Je l'ai expliqué pour l'euro, ça ne peut pas marcher. Et je pense que, de toute façon, dans l'histoire des peuples et des nations, toutes les monnaies plurinationales ont toujours échoué pour des raisons que j'évoque dans une conférence que j'ai faite qui est sur notre site upr.fr. J'en profite pour faire un petit peu de publicité. upr.fr, où j'explique que la tragédie de l'euro, que toute l'histoire monétaire du monde montre qu'on ne peut pas avoir une même monnaie pour plusieurs nations. Alors, je suis absolument convaincu, bien sûr, que la France non seulement peut, mais qu'elle devra progressivement démanteler le CFA, mais qu'il faut faire ça d'une façon ordonnée, en bonne intelligence avec les uns et les autres, pour ne pas verser dans le fossé, parce que ce sont des sujets un petit peu calés. Et le problème auquel on est confronté, c'est qu'encore une fois, les dirigeants français n'ont même pas la maîtrise de ça. D'ailleurs, je vais vous avouer comment dirais-je, j'essaie de toujours bien connaître mes dossiers, de les mettre à jour, mais je vous avoue que je ne suis pas au courant de ce qui est arrivé du projet que Macron avait lancé de remplacer le CFA par un truc qui s'appelait, je crois, l'éco ou je ne sais pas quoi. Il s'est passé quoi avec cette affaire finalement? Non, alors il faut dire très clairement que jusqu'ici, on n'a pas connaissance, voilà, du niveau d'évolution de la mise en place annoncée de cette monnaie finalement commune aux États de l'UEMOA qui devait remplacer le franc CFA et qui devait s'appeler ECO. Le texte. Écoutez, c'est encore une preuve, si vous voulez, le problème qu'on a en France, c'est qu'on est. Vous voyez que moi je parle vraiment sans faux semblant. Vous me reconnaîtrez que je suis franc. Parfaitement. D'ailleurs, c'est peut-être la qualité des Français, puisque français, ça veut dire franc. Franc, c'est-à-dire à la fois libre, mais aussi courageux, et des gens qui disent directement les choses. Donc moi, j'essaie d'être français, d'être franc. Donc moi, ce que je dis avec franchise, c'est que M. Macron, sur ce sujet de l'éco comme sur tout le reste,
il dit n'importe quoi. Il a peut-être lancé ça comme ça, il n'avait pas vérifié le dossier, il ne s'était pas assuré, il n'a pas forcément les moyens de le faire. Et puis aussi, il y a quelque chose que personnellement que j'ai du mal à supporter avec Macron, c'est quand même les propos désobligeants qu'il a pu tenir et extrêmement maladroits, notamment dans les pays africains. Quand il s'est rendu à Ouagadougou, vous savez, à l'université où il y avait le président Roch Kaboré, M. Macron s'est permis de faire une blague en disant que le président de la République était allé réparer la climatisation. Vous imaginez De Gaulle disant ça? C'était pas du respect. Voilà. Lorsque Macron est allé en Afrique de l'Est, là, il a plaisanté sur les malheureux qui meurent dans les Kwassa-Kwassa, c'était indigne. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Macron, d'abord, il est arrivé beaucoup trop jeune. Vous savez, il faut se méfier des gens trop jeunes. Hein. Je pense que pour des fonctions de chef d'État, il faut avoir des gens qui ont de l'expérience. Parce que c'est normal, quand on est jeune, on fait des bêtises. Enfin, tout le monde. Qui n'a pas fait de bêtises? Mais petit à petit, si vous avez de l'expérience, si vous êtes intelligent, si vous avez du cœur, si vous avez l'écoute des gens, si vous écoutez, si vous voyez, vous essayez de chercher le bien, hein, comme on devrait le faire tous, eh bien, progressivement, vous ne faites pas les mêmes bêtises. Et je pense que M. Sarkozy avait tenu parfois des propos qui avaient énormément choqué le continent africain. Il y a eu toute une série au moins de maladresses qui ont beaucoup contribué aussi à faire que la France a été délaissée, elle n'est plus aimée. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ce que j'espère, c'est que ce n'est pas un divorce définitif. Ce que j'espère, que c'est un peu comme dans un couple où il y a des gens qui peuvent se disputer pendant un jour ou deux, et puis la solidité du couple fait on se maintient. Ce que je pense, c'est en tout cas pour répondre à l'une de vos questions, c'est que les pays d'Afrique vont être à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe français qui dit qui va à la chasse perd sa place. La France, à force d'aller vers les pays de l'Europe de l'Est où elle est sommée d'aller, elle est en train en fait de perdre pied dans les pays d'Afrique. Elle est remplacée par qui? Par les Américains, par les Russes et par les Chinois. Et si j'avais un conseil à donner à nos amis africains, c'est de faire attention qu'ils ne basculent pas sous une espèce de domination qui serait finalement pire que la France. Alors, est-ce qu'on peut faire pire que la France quand on regarde les crimes d'abord, des années post-indépendance, quand on regarde les assassinats de chefs d'État, quand on regarde les changements de régime, est-ce qu'on peut faire pire que la France? Mais c'est pas, enfin, je n'oserais pas poser la question parce que la réponse semble évidente. Je voudrais plutôt vous ramener maintenant à tenter de comprendre comment est-ce que la France tente de sortir, de renaître sur le continent africain. On a suivi le président Macron lors de sa mini-tournée africaine dire à Yaoundé au Cameroun, par exemple, que la France venait avec un nouveau partenariat, qu'il était question maintenant de mettre en mouvement, de développer les intelligences africaines, d'apporter des capitaux aux start-up, aux économies du continent pour créer des richesses communes qui vont être partagées, c'est-à-dire finalement une France qui voudrait faire un peu de ce que les États-Unis ont fait, par exemple à Singapour ou encore dans certains pays de leur sphère d'influence, c'est-à-dire créer de la richesse partagée pour devenir puissant. Alors vous, est-ce que vous pensez que la France résolument va basculer dans ce discours qu'a tenu Emmanuel Macron à Yaoundé pour ce qui est de sa politique africaine, même si certains trouvent qu'elle n'a véritablement pas de politique africaine, parce qu'en même temps, il y a qu'elle continue à maintenir une présence militaire sur le continent africain à travers une force comme Barkhane qui maintenant se retrouve au Niger, alors qu'elle a été chassée du Mali. Il y a plus de 4500 militaires français qui sont en Côte d'Ivoire. On regarde sur le continent, on voit qu'elle garde une présence militaire assez forte, et pourtant elle dit vouloir changer de paradigme pour mieux investir plutôt dans le développement des intelligences, dans le développement de l'industrie via des injections de capitaux, pour qu'il y ait une France-Afrique désormais plutôt de l'économie, des intelligences, de domination du monde. Vous, est-ce que vous pensez que, paradoxalement, avec cette présence militaire conservée, est-ce que la France est en train de changer? Alors, je suis un petit peu embarrassé pour répondre parce que ça touche à des sujets qui concernent, si vous voulez, s'il y a la présence militaire de la France dans un certain nombre de pays, c'est aussi parce que le dirigeant du pays en est d'accord.
Alors, on peut dire, bien sûr, la France a imposé tel ou tel dirigeant. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit toujours la France. Il peut y avoir aussi le jeu des États-Unis derrière. Hein, bon. Moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que, vous savez, M. Macron est un spécialiste des discours. Donc ça, les discours de M. Macron, nous, ça fait plus de 5 ans qu'on les subit. Le problème, c'est qu'en général, ça se traduit par pas grand-chose derrière. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des questions structurelles. Hein. Il n'y a pas seulement que c'est pas la magie du verbe. Hein. Il y a des questions structurelles. Les questions structurelles, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que la France est un pays qui est en train de s'appauvrir. La France est un pays qui est saigné à blanc pour la construction européenne, pour servir pour les intérêts des États-Unis. Et donc, excusez-moi de le dire, mais l'Afrique, je ne suis pas sûr que même si Macron était animé des meilleures intentions, qu'il aurait les moyens de le faire. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous voulez, il y a des causes premières. Tant que la France restera dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, la France ne pourra pas changer considérablement ses positions. Ça n'est pas vrai. Hein. Donc moi, c'est ce que je dis. Et je pense que par ailleurs, il faut qu'il y ait un changement de regard, en effet. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que il y a, par exemple, on parle beaucoup, c'est dans un autre sujet que les questions économiques, mais par exemple sur les questions internationales. Vous savez qu'il y a une espèce de serpent de mer dont on parle régulièrement, qui est la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est horriblement compliqué parce qu'il y a un certain nombre de pays qui voudraient intervenir, voudraient être au Conseil de sécurité à titre permanent avec droit de veto, comme c'est actuellement le cas pour les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la France et la Chine. Ça, c'est en 1945 que ça s'est passé. Donc il y a des gens qui font valoir, et ils ont raison, que c'est pas normal que des très grands pays comme l'Inde ou comme le Brésil, par exemple, n'aient pas un siège permanent au Conseil de sécurité. Mais alors, comme vous le savez, lorsque l'Inde, si on dit il faut que l'Inde ait un siège permanent, à ce moment-là, le Pakistan le veut aussi, parce que le Pakistan voue une animosité à l'Inde et réciproquement depuis la partition de 1947. Si on dit le Brésil, il y a aussitôt le Mexique qui va le vouloir aussi, etc. Donc c'est un système un peu auto-bloquant. Moi, je considère qu'il faudrait qu'il y ait au Conseil de sécurité des pays, des sièges permanents, peut-être tournants, je ne sais pas, mais par grand continent. Il me semble que les pays d'Afrique du Sud-Sahara devraient avoir, en allant jusqu'à l'Afrique du Sud, devraient avoir un siège permanent. De même que le monde arabo-musulman. Ça fait partie de ces grandes civilisations qui devraient avoir un siège permanent. En attendant, je ne sais pas s'il n'y aura jamais cette réforme. Moi, j'ai proposé dans mon programme politique que l'on essaye que le siège permanent dont la France dispose, qu'elle l'utilise pour la francophonie, et notamment pour les pays d'Afrique. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y ait des concertations très régulière avec des pays d'Afrique pour essayer d'établir sur des sujets d'intérêt. Est-ce que ce n'est pas déjà ce commun qu'elle fait? Vous savez que vous savez que pratiquement toutes les résolutions des Nations Unies qui ont été votées sur le continent africain concernant les pays francophones d'Afrique, c'est la France elle-même qui a à chaque fois rédigé le texte et avec les conséquences, voilà, parfois dramatiques qu'on peut connaître, avec les contestations populaires qu'on peut connaître. On voit la France, par exemple, qui a tout fait pour maintenir devant le Conseil de sécurité des Nations Unies l'embargo sur les armes en République centrafricaine, alors que les rebelles étaient en train de s'armer au marché noir et donc de déstabiliser l'État central. Après, on s'est demandé, est-ce que la France, qui dit justement parler pour ces États francophones-là, est-ce qu'elle tient compte? Est-ce qu'elle a tenu compte jusqu'ici de leurs intérêts? Oui, mais ça, vous savez, le problème, c'est le problème de la bonne foi. Si on fait, moi, dans mon esprit, c'est de changer le type de relation. C'est-à-dire qu'il y ait, j'avais proposé par exemple, de créer une espèce d'assemblée où qu'il y aurait, par exemple, qu'on pourrait installer à l'UNESCO, puisque je proposais que l'UNESCO s'installe dans les locaux laissés vides à Strasbourg, puisque si la France quitte l'Union européenne, au Parlement européen, on a des installations extraordinaires.
Si la France n'est plus dans l'Union européenne, le Parlement européen se concentrera à Bruxelles, ce que d'ailleurs veulent tous les autres pays de l'Union européenne, parce qu'on a deux parlements, c'est absurde. Et donc j'avais dit, l'UNESCO qui craque, parce que les bureaux à Paris, les locaux à Paris ont été faits pour 50 pays, alors que maintenant il y en a, à l'UNESCO, il y en a 160 et quelques, ils trouveraient beaucoup plus de place à Strasbourg. Et j'avais proposé que que les locaux de l'UNESCO à Paris deviennent une espèce d'assemblée, de consultation des pays de la francophonie, où les pays d'Afrique sont absolument majoritaires, et où il y aurait on essaierait de définir, parce que ça fait du monde, mais de définir sans que la France soit le majordome, c'est pas elle qui est le professeur, et de définir avec les pays de la francophonie qui le voudraient bien des positions communes sur les sujets où on peut le faire. Et par exemple, dans ce que vous me citez, évidemment, ce qui n'est pas normal, c'est de profiter éventuellement de l'inattention ou de l'inexpérience ou de je ne sais pas quoi, ou de rapports de force ou de pression pour imposer à des pays comme certains ou tels pays d'Afrique d'accepter comment dirais-je des résolutions qui ne vont pas dans le sens qui leur convient. Tout ça, c'est un problème d'exécution, c'est de savoir quelle est la bonne foi, quelle n'est pas la bonne foi. C'est comme une autre histoire qui évidemment est très célèbre aussi en Afrique. C'est l'affaire du tribunal pénal international. Le tribunal pénal international, c'est quand même une histoire incroyable, puisque finalement, on y a déféré des chefs d'État africains, parce qu'ils avaient signé le protocole de Londres et puis ils l'avaient ratifié. Mais en revanche, les pays parmi les plus criminels au monde, notamment qui ont fait des guerres, qui ont fait des centaines de milliers de morts, et vous voyez de qui je veux parler, encore une fois des États-Unis, eh bien eux, ils n'ont pas signé ni ratifié le protocole de Londres. La Russie non plus, d'ailleurs. Genre, ce que je vois ici, il y a des gens qui disent qu'il faut traduire Poutine devant le tribunal pénal international, de même qu'il y a des gens